Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui pour parler de l'IA et des tâches que l'IA peut faire à votre place. On en parle avec Flora Donsimoni, elle est directrice générale de l'Institut de l'entreprise. C'est un sujet qu'elle adresse à travers un petit fascicule. On va en parler dans quelques instants, elle est notre invitée. Le cercle RH, on reste dans le thème, l'impact de l'IA sur les différentes fonctions de l'entreprise, la finance, le marketing et évidemment les RH. On fera le point à travers une étude passionnante portée par les Enthousiastes, qui est une association de spécialistes, et on en parlera avec Sébastien Denual de KPMG, Étienne Lecoeur justement des Enthousiastes. Et puis fenêtre sur l'emploi, le partage de la valeur. Alors on pense que c'est réservé qu'aux très grosses entreprises, et non, les petites entreprises sont obligées légalement de réfléchir à ces enjeux de partage de valeur. On en parlera avec Émilienne Grenier, elle est responsable rémunération RSE chez Spart. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de l'IA et de la manière dont les compétences vont évoluer justement à l'aune ou avec l'impact de l'IA sur et dans nos métiers. Flora Donsimoni, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale de l'Institut de l'entreprise. Alors, j'ai un peu volé votre titre parce que c'est l'IA et l'évolution des compétences en France, McKinsey & Company et l'Institut de l'entreprise. Je le montre, c'est une réflexion globale, à la fois un diagnostic et puis aussi, j'ai envie de dire, une projection. Vous avez travaillé jusqu'à quoi? Jusqu'à 2030? C'est ça, oui. Qu'est-ce que votre étude et ce guide nous dit de l'impact de l'IA sur nos métiers à 2030? Alors cette étude, elle dit qu'il faut se préparer puisque environ 27% des tâches vont pouvoir être automatisées. Donc on parle de tâches et pas d'emploi. Ce qui implique qu'on se forme à l'usage de l'IA, ce qui veut aussi dire que les entreprises doivent mettre en place une stratégie vis-à-vis de l'IA en ne faisant pas tout passer par le crible de l'IA, puisqu'en fait, tout n'est pas utile à travers l'IA. Il faut avoir ce qu'on appelle un peu des IA factory qui vont permettre d'abord d'analyser les processus pour les simplifier. Analyser les métiers aussi. Exactement, les métiers, les cas d'usage. Et avant de faire un POC, un Proof of Concept, on va regarder si c'est vraiment l'IA qui est la bonne solution, puisqu'il y a un coût à l'IA. Et donc, il ne faut pas se retrouver avec 250 ou 300 preuve de concept, parce que ça veut dire qu'on a probablement échoué. Il faut bien mesurer et cibler ce à quoi l'IA va être le plus utile et ce à quoi l'IA va apporter des gains de productivité et du temps dans des tâches qui vont être à 27% automatisables en 2030. Voilà. Alors, on va voir le chiffre, c'est 27% 2030, ça c'est issu de votre rapport, mais quand on va un peu plus loin, vous dites, parce que vous êtes allé un peu au-delà de 2030, en 2035, on sera à 45%. En tout cas, c'est l'analyse que vous faites. Ça veut dire que ce n'est pas un chiffre qui est fixé, gravé dans le marbre. Il va évoluer. Ça veut dire que vous anticipez une place de plus en plus importante de l'IA dans les métiers. C'est ça que cela dit, c'est presque le double. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, ce sont des chiffres de McKinsey avec qui on était partenaire. Donc, ce sont des scénarios, bien sûr, c'est des extrapolations, donc il faut les prendre avec mesure. Avec prudence. Avec prudence. Et puis, il faut les regarder par secteur. On sait que le secteur de la finance, notamment, ou le secteur, évidemment, de la tech, vont aller beaucoup plus vite et on va avoir recours beaucoup plus à l'IA que d'autres secteurs. Donc, c'est une moyenne et il faudra, bien sûr, regarder les choses avec plus de précision dans le temps. Je lis cette petite phrase en exergue à la page 56 qui vient faire un peu contrepoint. Je ne connais pas d'IA capable de mesurer la confiance qui unit une équipe à son management. C'est pourtant une donnée au cœur de nos relations professionnelles. L'IA ne peut pas tout remplacer. Non, bien sûr. Les enjeux soft skills d'un manager, les enjeux émotionnels, l'interaction, ça reste quand même impossible ou presque difficile à mettre en place. Complètement. C'est pour ça qu'on parle de tâches et pas d'emploi. C'est parce que, justement, le rêve de l'IA, c'est qu'on va laisser plus de temps pour la relation commerciale, la relation partenariale, la relation managériale et confier à l'IA une partie de ce qui est le plus itératif, le moins intéressant, ce qui va relever du data crunching pour libérer du temps. Voilà. Mais à l'Institut de l'entreprise, c'est un réseau
de belles entreprises réunies au sein de l'Institut de l'entreprise. Et si vous avez choisi de parler de cela, c'est parce que par le bas, on vous a dit il faut que vous penchiez sur le sujet. Parfaitement. Il y avait de l'inquiétude, il y avait des interrogations. C'était ça le sujet en fait à l'origine. Oui, oui, tout à fait. On réunit une centaine d'entreprises et puis j'ai fait un sondage auprès des adhérents. Ils nous ont dit que l'IA arrivait en fait en première position, vraiment était même 2 fois supérieur au 2e item sur la liste. Et donc à partir de là, on a cherché des données. McKinsey a beaucoup de données, a fait un zoom sur ces données mondes en allant vers la France. Et oui, il y avait un sujet parce que tout le monde s'interroge, parce que les Français, on a fait en fait aussi un baromètre qui n'est pas dans cet opus, mais qui est en ligne sur notre site, qui dit qu'il y a en fait presque 64% des Français qui sont dubitatifs ou qui ont de prime abord plutôt une réserve ou même plutôt un sentiment négatif quand on parle de l'IA. Donc ils en ont peur. Ils en ont peur et seulement 17% des Français pensent que ça va apporter quelque chose de plus et ça va enrichir leur travail. Donc nous, cette publication, elle était là aussi pour donner confiance, donner des cas, parce que donc il y a les données dans un premier temps avec McKinsey, et puis ensuite on a une approche plus qualitative avec des entretiens avec 5 dirigeants qui expliquent dans différents secteurs comment eux ils l'ont mis en place, quel est comment ils le voient. Avant de nous quitter, il faut vraiment que vous regardiez ce document. Alors vous avez le site évidemment de l'Institut de l'entreprise, je pense que McKinsey publie aussi votre baromètre, et puis ce document, un mot sur le ROI, c'est-à-dire on en parlera dans quelques instants dans notre débat, mais le retour sur investissement. On investit beaucoup, on transforme beaucoup l'entreprise, on forme beaucoup, parce que ça change les... Et pour l'instant, on n'a pas de ROI, ça vous l'entendez? Oui. Alors d'abord, je reviens sur ce que je disais. Il y a 70% des entreprises qui sont en train aussi de s'y mettre. Elles cherchent. Donc on est dans une phase préliminaire. C'est un peu difficile à ce stade de dire quel est le retour sur investissement. Mais il y a aussi le fait que, donc c'est ce que dit Robert Gordon, en fait, aujourd'hui, les gains de productivité ou les nouvelles technologies ont un impact sur la productivité beaucoup plus faible. Et finalement, anticiper l'IA, c'est s'assurer de maintenir sa productivité et peut-être pas forcément de la voir se rehausser. C'est par rapport à d'autres compétiteurs. Voilà, sinon vous coulez et vous décrochez, c'est ça qu'il dit. Exactement. Merci Flora Don-Simoni, vous êtes la directrice générale de l'Institut de l'entreprise, qui est une belle institution, avec ces documents, ces études, tant le baromètre que l'IA et l'évolution des compétences en France, pour essayer de peut-être dédramatiser et d'y voir plus clair sur cet enjeu technologique. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On reste dans le thème aujourd'hui dans le cercle RH, on ne va pas être dépaysé. Justement, la place de l'IA dans les différents secteurs de l'entreprise, et peut-être que vous avez rencontré nos invités en coulisses, le marketing, les RH, la finance. Comment s'empare-t-il de l'IA? On en parle justement avec 2 acteurs de ce sujet. Je les accueille, c'est le cercle RH. Le cercle RH, notre débat pour rester dans le thème de l'IA, l'IA générative, parce que l'IA, on en a depuis très longtemps, l'IA générative, son impact sur les différentes fonctions de l'entreprise. On va en parler avec des experts, peut-être pour rendre les choses moins effrayantes, pour démythifier, pour en parler simplement. On en parle avec Sébastien Denoual, associé Connected Tech Technologie Stratégie. Bon, on avait dit qu'on commençait simplement, ça commence mal. Et transformation chez KPMG, merci d'être là, KPMG France. Merci. Et puis Étienne Lecoeur, cofondateur de Les Enthousiastes, c'est une think tank de réflexion, avec une étude partagée entre KPMG et les enthousiastes, avec ce petit fascicule Trends of AI édition 2025 dans lequel vous allez retrouver tous les documents, et puis on retrouve évidemment l'étude sur les sites respectifs de chacun pour y voir plus clair. Juste un mot, les enthousiastes associés à KPMG, qui est une marque connue du monde dans le conseil, mais les enthousiastes, c'est quoi? C'est pour rendre les choses un peu moins effrayantes? Oui, c'est ça. On a pris le parti, effectivement, avec ce collectif, vous l'avez dit Arnaud, des enthousiastes. On a pris le parti d'adresser le sujet par le côté positif. Pourquoi? Parce que finalement, cette technologie, elle est là. On ne peut pas faire sans. Elle va être de plus en plus présente dans nos quotidiens, professionnels, personnels. Et donc, on s'est dit que si on adressait le sujet de manière très pragmatique, et on va y revenir, et relativement
objective, on pouvait finalement trouver des motifs de satisfaction. Et c'est d'ailleurs ce que commencent à démontrer les études que l'on mène en partenariat avec KPMG et les enthousiastes. Qui ont des chiffres, qui ont des datas. C'est ça, dont Trends of AI que vous avez cité. Alors Trends of AI, concrètement, c'est quoi? C'est donc un produit, les enthousiastes KPMG. C'est ça, disponible en ligne et en version papier. C'est une étude en fait qui adresse, qui explore l'impact de l'IA en entreprise sur 4 fonctions principales. Marketing, IT. finance, RH. C'est ça. Et j'en oublie un? Non, ce sont les 4. On a les 4. Pour rester dans notre sujet, parce que nous on fait de l'emploi, on a beaucoup de RH qui en parlent beaucoup. Elles le font ou pas? Parce qu'on comprend que dans les pré-qualifs de recrutement, là c'est un outil qui est vachement intéressant. Après, elles hésitent un peu. Je me trompe ou pas côté KPMG sur l'analyse des datas? Alors effectivement. Elles trempent un doigt de pied, mais pas plus. Alors c'est l'une des fonctions qui est la plus prudente, puisqu'ils ont des vrais enjeux aussi de gérer une donnée très sensible. Les CV, les noms. CV, les choses comme ça. Si on prend le processus du recrutement dans le cadre de l'AI Act, c'est quand même l'un des processus qui est jugé les plus sensibles. Et il y a eu un certain nombre d'annonces, même Amazon disait qu'il y avait eu un certain nombre de biais. L'autre cas d'usage, c'est par rapport à tout ce qui est l'administration du personnel. Par rapport à la génération de contrats, de choses comme ça. On peut aussi envisager... Ça se développe beaucoup, j'ai le sentiment. Oui, ça se développe assez vite. Voilà, après, ça peut être aussi un peu le chatbot que vous allez pour donner un certain nombre de réponses, on a un certain nombre de questions assez génériques sur une politique. Vous dites qu'il n'y a peut-être pas autant d'innovation que ça, parce que c'est assez classique, c'est un processus industriel de mise en place informatique, j'allais dire. Côté marketing, j'ai vu que là, là ça booste, parce que marketing, c'est penser à la com, on gagne du temps, on crée du doc, c'est un peu ça. On génère du contenu. On génère du contenu, on traduit du contenu, on adapte des formats visuels, on crée des visuels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des publicités que vous voyez dans l'espace public est générée en partie par l'IA. Donc c'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est la fin des marketeurs, quoi. Alors en tout cas, c'est un marketeur augmenté. Le marketing est augmenté par l'IA et c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, on voit que c'est clairement la fonction qui s'est le plus emparée de ce sujet d'un point de vue très opérationnel. Donc les use cases, les cas d'usage qu'on liste au sein de notre étude le démontrent, puisque ces professionnels du marketing, à hauteur de 50%, l'utilisent quotidiennement, en déploiement ou en phase de test. Faut le dire, on gagne du temps, ça crée de la productivité, vous êtes d'accord? C'est ça l'objectif. On le vit tous, ça. On gagne du temps, puis on a juste à relire globalement pour voir si l'IA n'a pas fait de bêtises. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Finance, alors on avait l'invité précédente qui est la finance est plutôt à fond. Moi, dans votre étude, celle que vous portez avec les enthousiastes et KPMG, vous êtes plus prudent que de la finance, parce qu'il y a quand même de la donnée stratégique en finance quand même. Alors là, on parle de la direction financière. Voilà, non mais c'est important de bien le dire pour ceux qui regardent l'émission. Effectivement, il y a une ambiguïté sur le terme. Autant le secteur de la finance est probablement un des acteurs qui avance le plus. Et au niveau de la direction financière, même chose, il peut y avoir une certaine prudence par rapport à l'enjeu d'auditabilité des données. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont mis en œuvre. Tout ce qui est lié à la détection des anomalies et des fraudes. D'accord. Et nos équipes d'audit côté KPMG utilisent de plus en plus ces outils. Donc déjà, vous, en interne? Oui, sur la vérification des comptes qu'on fait chez nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui va se généraliser. Après, il y a un autre cas d'usage, ce qu'on appelle l'IA conversationnelle. Oui. Donc c'est pour aider aussi les équipes des directions financières à accéder rapidement à une multitude de documentation sur les normes, les standards, la réglementation. Parce qu'il peut agréger très rapidement. Très vite, et il y a pléthore de normes. C'est redoutable. Voilà. Donc ça peut être une vraie aide. Et après, il y a un certain nombre de cas d'usage qu'ils veulent explorer, qui sont plus dans les prévisions de la production de données, où là, effectivement, il y a énormément d'attentes. Quand on a fait un certain nombre d'ateliers avec les responsables financiers, il y avait beaucoup d'attentes. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le niveau d'adoption est encore assez limité. Et ça, c'est très lié aussi au fait de maîtriser la donnée qui est sous-jacente. Quand même, dans l'étude que vous portez, c'est quand même une réflexion qu'on a dès qu'on anime un débat. Je sais que vous animez quelques events en tech, en IA. Il y a toujours le débat de « Ok, c'est intéressant, cette technologie est dingue, mais elle nous oblige d'investir beaucoup en formation en amont, de refaire un diagnostic métier. » Et à chaque fois, on vous dit, est-ce qu'il y a un ROI sur le sujet? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'il y a un peu ce sujet qui est récurrent. Comment je gagne de l'argent avec l'IA? Pour l'instant, j'en dépense, mais j'en gagne pas forcément. Alors, ce qu'on voit avec l'IA, donc effectivement, le ROI, il est très difficile à démontrer. Ouais. C'est beaucoup plus facile de chiffrer les dépenses liées à l'IA que ses revenus directs. Donc ça, c'est une chose. On l'a dit tout à l'heure sur les métiers du marketing, il y a un gain de temps
Or, on sait très bien que le temps, c'est de la ressource, le temps, c'est de l'argent pour dire les choses simplement. Et la question, c'est comment ce temps gagné est réalloué. Est-ce que puisque les directions marketing, puisqu'on prend cet exemple-là, vont gagner en efficacité, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre un jour de break de plus par semaine ou au contraire aller chercher plus de croissance? On observe que c'est plutôt le deuxième cas de figure qui se profile. C'est pas la société du loisir, c'est plutôt la société où on en met un peu plus pour aller chercher créer de la valeur. Voilà, donc le temps gagné va permettre d'aller chercher plus de valeur. Vous êtes d'accord avec ça, KPMG, parce que vous portez tous les deux... Alors, les boîtes vous le disent, vos clients vous le disent, et vous disent, mais nous, on a envie d'y aller, mais quand même, c'est cher, et on n'est pas sûr d'y retomber, quoi. Alors, sur les cas d'usage qu'on a évoqués, qui sont à un bon niveau d'adoption, c'est-à-dire qu'il y a déjà, effectivement, des retours sur investissement. Bon, clairement, effectivement, le buzz qu'il y a pu y avoir en disant on va supprimer massivement des emplois, pour l'instant, c'est pas au rendez-vous. Mais on est plutôt dans l'amélioration de la qualité. Si on prend les directions financières, c'est des directions où, quand on est en période de clôture financière, les gens font des heures. Donc, ce qu'ils voient, eux, c'est plutôt la capacité demain à dégager du temps pour des analyses à plus forte valeur ajoutée et s'imposer un peu plus dans un rôle de business partner qui va aider les autres directions de l'entreprise à être plus performantes. Après, il y a dans des cas où il commence à y avoir un consensus sur des gains de productivité. Si on parle du développement logiciel pour les équipes IT, bien sûr. On parle de 10, 20, voire 30% de gains de productivité. Avec un investissement de base au départ qui est relativement limité quand même pour l'instant, d'accord. En s'appuyant sur un certain nombre de grand public, et on peut penser que ça va s'améliorer avec un certain nombre de solutions qui vont arriver. Alors évidemment là-dessus, les chiffres que je donne peuvent donner lieu à débat, parce qu'il y a certains cas de figure où si c'est pas bien utilisé, c'est plutôt une catastrophe. Donc, on perd plus de temps qu'on en gagne. Voilà, il y a un enjeu dans l'adoption d'accompagner. Mais que vous évoquez dans la formation des collaborateurs, parce que ça c'est une de vos missions, parce que votre think tank c'est évidemment d'apporter de la connaissance de la donnée, mais c'est aussi de prophétiser en disant, mais attendez, n'ayez pas peur de l'outil. Il y a un travail de pédagogie à faire dans les entreprises. C'est bien beau que les COMEX investissent, mais il faut que les salariés s'en emparent aussi. Alors il y a un travail effectivement à faire au sein de l'entreprise et de manière plus vaste au sein de la société française. Clairement. Et ça, c'est ce qu'on fait indirectement là en ce moment, en fait. Ce qu'on fait indirectement là, et même plutôt même très directement. Plutôt directement, je trouve. Merci en tout cas de l'invitation encore à Arnaud et aux équipes de Bismart. Mais ce que s'attache aussi très bien à faire directement, le Conseil national du numérique, par exemple, qui est porté par Gilles Babinet, comme vous le savez, et les équipes de Gilles Babinet. Ambassadeur qui est venu sur notre plateau. Eh ben, super. Ouais. Et il est aussi, il soutient la démarche des enthousiastes. Donc on le salue évidemment, Gilles Babinet et toute son équipe, qui vraiment eux sont là pour démystifier et, je dirais, démocratiser les enjeux liés à l'IA, à son adoption par le plus grand nombre. Et ça va en fait dans la sphère privée, dans la sphère publique. Finalement, c'est une technologie à laquelle il faut qu'on s'habitue, que l'on se familiarise collectivement, et ça participera de sa démystification certainement. On a une petite infographie qui est tirée de Trend of AI sur les RH prêtes à utiliser l'IA pour mesurer le climat social. On a trouvé ça original parce que ça fait rêver les gouvernants. Peut-être qu'on va voir aussi le logiciel, je ne sais pas. 50% sont plutôt favorables, oui. 23 complètement. 18, ils ne savent pas trop. 8 plutôt non. Et 3 pas du tout. Moi, en voyant la question qui était posée, j'avais plutôt l'impression qu'il y avait plutôt un vent de rébellion en disant hors de question. En fait, non, pas du tout. Enfin, globalement, 50 plus 23, plutôt oui complètement. C'est 73% des gens qui sont d'accord. Comment vous l'expliquez ? Je pense que... Big Brother is watching you. Ouais, alors je ne sais pas si ça... En tout cas, ça conforte peut-être... Non, je sais que vous n'aimez pas quand on dit ça. Non, on n'est pas éditeur de technologie, on observe, on est des observateurs. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ça fait un peu écho au nom qu'on a pris, les enthousiastes. Bah ouais. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être enthousiastes. Et en fait, derrière ces craintes qui sont légitimes de la part des professionnels, des gens qui se posent des questions... Qui n'existent pas dans le sondage, en tout cas. Voilà, là, en tout cas, les directeurs de ressources humaines, puisque c'est d'eux dont il s'agit pour cette question-là, voient plutôt le sujet comme quelque chose d'assez intéressant et voient le bénéfice final. C'est quand même des gens qui sont raisonnables, qui pensent salarié first. C'est pas forcément... Et qui n'arrivent pas à toucher dans les très très grandes entreprises l'ensemble des collaborateurs. C'est ça la réalité aussi, c'est qu'il n'y a pas de capacité. C'est un outil magique pour ça. En fait, l'enjeu, c'est de se dire comment je peux analyser toute une série de signaux faibles, et c'est ça qui est tentant. Après, évidemment, avant, là, c'est un intérêt. C'est vrai que c'était une question un peu provocatrice. Non, mais elle est intéressante. Et il y a une envie. Après, c'est évidemment comment je mets ça en œuvre par rapport à tous les enjeux de protection de données. Mais voilà, effectivement, ça
Bah, après, illustration vous mettez- qu'il peut y avoir un bel enthousiasme par rapport à ça. Climat social, vous mettez climat émotionnel, vous mettez aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas le climat social renvoie évidemment à la notion de syndicat, de dialogue social, mais ça peut être aussi le climat et le bien-être dans la boîte. Et une boîte de 10 000 ou de 15 000 salariés, le DRH ne les touche pas. Donc je pense que c'est un outil extraordinaire, à condition de le traiter. Voilà. Mais c'est clairement c'est l'orientation qui était derrière cette idée, quoi. Vous tous les deux sur le plateau, et vous êtes venus aussi nous en parler à travers cette étude, le message subliminal c'est quoi? N'en ayez pas peur, vous ne perdrez pas votre emploi, parce que ça a été le coup de massue. On nous a dit, l'IA arrive, il n'y a plus de boulot. Alors il y a quand même des métiers qui sont impactés. Enfin, au dehors des 4 secteurs que vous traitez, on voit qu'il y a les métiers, les avocats, les notaires, les journalistes, d'une certaine manière. On ne perdra pas son boulot? Le message subliminal, alors, je ne suis pas en capacité de vous répondre de but en blanc parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais je crois que le message subliminal, c'est il y a les professionnels qui s'empareront des enjeux de l'IA et donc qui feront évoluer leur métier, leurs compétences et leur boîte dans le mouvement, et ceux qui seront réfractaires. Et donc ceux-là, on peut avoir un peu d'inquiétude pour eux. Donc c'est ceux-là qui se mettent en danger? Oui. Ouais, c'est l'inverse de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que ceux qui ne prennent pas le train de l'IA, vous, chez KPMG, vous leur dites à vos clients, j'imagine, attention, parce que là, vous prenez des risques. Oui, effectivement, d'être en retard par rapport à ce que propose la concurrence. Ça peut être, même quand c'est bien mis en œuvre, ça peut être une amélioration de l'expérience collaborateur. Exactement. Et donc, si ça, vous ne le mettez pas en œuvre, évidemment, là, vous avez à terme un défi en termes de concurrence, que ce soit pour adresser vos clients d'un point de vue performance financière. Étienne, est-ce que vous voulez rajouter un mot? J'allais tutoyer parce qu'on est un peu confrères. On peut se tutoyer avec joie. Arnaud, oui, je vais profiter d'être sur un plateau de télé pour vous donner une nouvelle en exclusivité. Si vous voulez. J'adore. Ah, c'est pour vous, c'est cadeau. Les enthousiastes, c'est un collectif, c'est une centaine de dirigeants ETI, grands comptes sur les 4 fonctions qu'on a évoquées. Donc une partie est en photo dans le... Que vous retrouverez. Une bonne partie sont mis en avant effectivement dans notre support. Tout cela sous la houlette, j'ai envie de dire, d'une marraine de la première édition de la première année de vie des enthousiastes. Donc c'était Catherine Barba, que vous avez certainement reçue sur ce plateau, entrepreneuse, investisseuse. Absolument. Et personnalité particulièrement enthousiaste. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que cette année, le mandat change de main. Et alors ce sera Anaïs Voy-Gillis, qui est chercheuse et auteure de nombreux ouvrages sur les enjeux de l'industrialisation. C'est une experte. Exact. Experte des industries, qui sera donc la marraine des enthousiastes pour ce millésime 2025-2026. Et ben on a eu donc en exclusivité le nom de la marraine pour le prochain numéro. Vous reviendrez et la prochaine étude. J'imagine que KPMG continue à travailler la main dans la main avec les enthousiastes. On va continuer et on va étendre l'étude à d'autres fonctions. Oui, pour élargir sur la relation client dans le sens large. C'est vrai qu'il n'y a pas le commercial là. Voilà, et donc dans la relation client, on commencera par la vente, jusqu'à l'aspect facturation, tout ce qui est le domaine des opérations industrielles. Bien sûr. Et puis aussi tout ce qui est la dimension, les métiers autour du risque et de compliance, qui font un peu partie de notre ADN et qui sont des fonctions aujourd'hui qui, d'un point de vue digitalisation, ont une marge de progrès assez significative. Trend of AI, ça c'est ce guide pratique les enthousiastes et KPMG avec cette nouvelle marraine annoncée. Merci à Étienne Lecoeur, cofondateur des enthousiastes, et merci à vous Sébastien Denoël, vous êtes associé chez KPMG France, ça va beaucoup plus vite en le disant comme ça. Merci à vous deux, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi. Notre invité, le partage de la valeur, ça ne concerne pas que les grands groupes, on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour parler du partage de la valeur. Comment se mettre à la page? Parce que ça ne concerne pas que les grandes entreprises, ça concerne aussi aujourd'hui les PME. Emilienne Grenier, ravie de vous accueillir. Bonjour. Vous allez nous éclairer, responsable rémunération RSE chez Sparte, qui nous renvoie aux guerres, c'est les guerres puniques peut-être. Vous êtes un cabinet de conseil sur les enjeux RH et les enjeux fiscaux. Concrètement, la loi dit quoi depuis le 1er janvier 2025 sur le partage de la valeur, c'est-à-dire partager la valeur de l'entreprise? Oui, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La loi, elle rend obligatoire le partage de la valeur pour les entreprises de 1 à 49 salariés, donc moins de 50 salariés, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, les entreprises, petites entreprises, moins de 50 salariés, pouvaient faire du partage de la valeur, pouvaient utiliser plusieurs outils à leur disposition pour le faire, mais c'était facultatif. Mais aujourd'hui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, ça devient obligatoire de façon expérimentale pendant 5 ans, à compter de 2025, pour les entreprises qui, sur l'année précédente, donc 2024, ont fait au moins 1% de bénéfices.
Au moins 1% de Voilà. bénéfices. Donc il faut être bénéficiaire. D'accord. Donc ça Faut concerne afficher un les très grand nombre Très d'entreprises. grand nombre d'entreprises. D'autres plus récentes n'ont pas forcément de bénéfices en année 1, 2, 3. Donc ça concerne quand même des entreprises un petit peu installées. Entre 1 et 49 salariés, elles vont devoir demain choisir un dispositif de partage de la valeur. Qui leur impose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils reçoivent un document, j'imagine, d'une administration qui leur dit dorénavant, vous devez nous proposer quelque chose. C'est ça hein, Oui. le sujet. Exactement. Et elles ont le choix entre 4 dispositifs. On peut les reprendre. La prime de partage de la valeur, Exactement. le plan d'intéressement et au-delà de l'obligation réglementaire, on favorise l'engagement des salariés grâce à la montée en compétences. Et enfin, le quatrième, j'en ai oublié un. Le plan d'épargne entreprise, ou plutôt l'abondement sur le plan d'épargne entreprise. Si je suis très précise, le fait de mettre en place un plan d'épargne entreprise ne suffit pas. Il faut que l'entreprise fasse un versement pour le compte du salarié sous forme d'abondement. Mais ça, c'est la chose, je dirais, la plus facile quand on est une entreprise. On se dit, après tout, je vais donner sur mes bénéfices une quote-part qui va venir nourrir ce plan. C'est ça le système. Oui, c'est une manière facile de rémunérer, mais au même titre que la prime de partage de la valeur, C'est vrai. qui est aussi très facile à mettre en place, ou même l'intéressement aujourd'hui est facile. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en attend ? Qu'est-ce que veut l'employeur en privilégiant tel ou tel dispositif? Qu'est-ce qu'il souhaite faire? C'est là que le cabinet de conseil on intervient pour guider, dire en fonction de vos objectifs, voilà ce qu'on vous conseille de faire. C'est-à-dire que vous, le cabinet de conseil, au-delà de l'outil technique à mettre en place, dont vous dites qu'il n'est pas si compliqué à mettre en place, vous lui dites, pour chacune, il y a une stratégie. Il y en a une, ça va être de l'engagement. C'est ça Exactement. Par exemple, là, la prime de partage de la valeur, basiquement, celle-là, elle actionne quel levier? La récompense. La récompense, le cadeau de fin d'année, le côté... Alors surtout si on se positionne pour les petites entreprises, où on est souvent proche de son employeur, proche de son patron, ce sera le cadeau de fin d'année. On a fait des bons résultats l'année dernière, on vous donne une prime sous forme de prime de partage à valeur. L'avantage, il est double pour l'entreprise et pour le salarié, parce qu'elle est exonérée d'impôts, exonérée de charges sociales. Celle-là est intéressante. Au-delà de l'obligation réglementaire, je l'évoquais, favoriser l'engagement des salariés grâce à la montée en compétences. Enfin, en un mot, c'est un peu technique pour simplement dire, j'ai envie que tu te formes. Voilà. Alors, sur la partie formation... Alors là, c'est moins cadeau quand même. Pour le salarié, pour la réception du salarié, c'est pas pareil qu'une prime de fin d'année. On se dit, bon, je vais toucher 2 000 ou 3 000 euros, c'est super. C'est moins visible. Alors ça, je dirais charge au RH. De l'emballer. Bien d'expliquer les choses. Surtout Quand il y a un pour les RH. plus jeunes. Quand il y a un RH. Surtout pour les personnes plus jeunes qui débutent dans leur carrière. Alors il y a le court terme, je veux du cash. Si je peux parler C'est vrai. ainsi. Et il y a je vais t'accompagner dans ton développement de carrière. Et je vais te faire monter au sein de l'entreprise. Exactement. Ça, j'ai le sentiment quand même que c'est un outil qui est plus vrai dans les très grosses boîtes où on se dit qu'on peut avoir de la mobilité. Dans une boîte de 10 à 49, globalement, à part changer de bureau ou d'atelier, vous voyez ce que je veux dire, c'est moins vendeur. Oui, mais le turnover, il est quand même élevé dans les petites structures. Encore une fois, ça dépend de la vision de l'employeur, mais plus on va fidéliser, on investit sur un salarié. De toute façon, quand il arrive, le salarié, c'est pas faire grand-chose. A priori, il faut juste... Et on va le faire grandir. Et vous êtes là chez Spart avec évidemment tous les experts pour les accompagner et adresser aussi, je leur dis, pas que les grandes entreprises et les grands comptes, parce que ces entreprises ont aussi besoin d'accompagnement. Merci Émilienne Grenier d'être venue nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Responsable rémunération RSE chez Spart. Il y a un S d'ailleurs. Avec un S. Avec un S, alors que le Spart grec n'a pas d'S. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci pour vos messages, merci à l'équipe, merci à Xavier aujourd'hui à la réalisation, merci à Héloïse au son et merci à Nicolas Juchat, le programmateur incontournable. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.